Maintenant que je regarde le parcours, je me dis: «Mais pourquoi t'es allé choisir ça, quoi? Alors que t'étais pas solide, alors que t'étais triste, alors que t'avais peur, alors que pourquoi tu voulais accompagner les gens alors que t'arrivais pas à t'accompagner toi-même?» La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! J'ai l'impression que l'on entend de plus en plus souvent parler d'hypnose. Je ne vous parle évidemment pas de Mesmer, mais d'hypnose à but thérapeutique. Certainement, en fait, que c'est rassurant de se dire que l'on peut passer une séance allongée à se détendre pendant que le nettoyage interne se fait au son d'une voix qui nous berce. Certainement aussi parce que cela marche et que ça a prouvé son efficacité sur une variété de sujets comme l'arrêt de la cigarette et même la guérison de certains traumas. Et si maintenant on ajoutait un petit supplément à cette approche déjà puissante ? C'est ce que propose mon invitée, Olivia Favre, praticienne en hypnose sagesse. Olivia complète l'hypnose avec le signaling, un outil qui lui permet, dans cet état de conscience modifié, de faire parler presque littéralement notre inconscient. Pour l'avoir vécu, c'est vraiment très, très étonnant et même bluffant. Bienvenue donc dans un épisode éclairant, tout en douceur et tout en délicatesse. Profitez bien de cet épisode car je vous le dis, Olivia est la dernière invitée de la 5e saison de La Petite Voix. Est-ce que ça signifie que je pars en vacances ce soir ? Non, mais cela veut surtout dire que je vous prépare quelques épisodes hors série avant de prendre la route. Avec Olivia, donc, nous allons parler d'une professeure qui avait le goût de transmettre et surtout d'accompagner ses élèves, d'une tristesse trop lourde à porter et d'un outil que nos inconscients ont hâte de découvrir. Bonjour Olivia et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Olivia Favre, j'ai 50 ans. J'exerce à Monistrol-sur-Loire, en Haute-Loire, et je suis praticienne en hypnose. Ok, merci pour cette présentation et surtout merci à toi d'être là puisque je t'accueille aujourd'hui chez moi, dans ma maison, pour faire cet entretien. Et merci parce que tu as fait beaucoup de route pour venir jusqu'à moi. Et en même temps, ça fait quoi ? 2-3 heures qu'on est ensemble. Et je te remercie déjà pour ce qu'on a partagé ensemble puisque je vous le dis à vous qui nous écoutez, moi j'ai eu la chance de partager une séance avec Olivia. C'était très étonnant, très puissant. On en reparlera tout à l'heure, mais Olivia m'avait prévenu avant qu'elle vienne qu'il fallait compter un petit temps pour décanter avant de lancer l'interview. Et heureusement, parce que je pense que j'aurais pas été tout à fait capable de prendre le micro juste après notre entretien. Donc, merci à toi, Olivia, pour le chemin et la séance. Eh ben, c'était un plaisir. Merci à toi de m'accueillir. Olivia, tu le sais, dans La Petite Voix, j'aime bien comprendre comment mes invités sont devenus thérapeutes. Toi, dans ton cas, tu étais a priori un petit peu éloignée de ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu as quand même, pendant 25 ans, été dans l'enseignement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce parcours et de cette première vie professionnelle ? Avec plaisir. Donc moi, j'ai commencé, en fait, j'ai fait des études à Saint-Étienne, plutôt tournées vers les maths et la physique, la chimie. Et puis, donc j'ai fait une licence, une maîtrise, un DEA, et j'ai terminé par une thèse que je n'ai pas terminée. Et donc, pendant cette période où j'ai fait ma thèse, je donnais des cours à la fac et j'ai adoré ça. Donc, je me suis dit,
Et ben pourquoi pas en faire mon métier, puisque finalement, j'adore ça. Et du coup, donc tu as enseigné pendant 25 années. Est-ce que ce goût que tu avais pour l'enseignement et j'imagine la transmission, c'était intact? Enfin, voilà, tu as toujours aimé ce contact-là des élèves? Alors, j'ai toujours aimé le contact avec les élèves, mais avec le temps, petit à petit, je trouvais plus ma place. J'en avais marre et j'avais pas envie de devenir une prof blasée qui compte les jours avant les vacances. Et ce qui était compliqué pour moi, c'est de faire la police tout le temps. Éteignez vos téléphones, faites vos devoirs, essayez d'apprendre, motivez-vous, trouvez du plaisir dans ce que vous faites, même si c'est pas toujours l'idéal, mais prenez goût à apprendre en fait, et puis à vous dépasser. Au bout d'un moment, ça m'a épuisée de faire ça parce que j'avais l'impression de pas être entendue, en tout cas pas autant que je l'aurais voulu. Parce que moi, il y a un truc sur lequel je voulais t'interroger. Tu étais quand même prof de maths, je crois aussi sur des sujets de physique et chimie, donc hyper rationnel, hyper scientifique. Est-ce que à l'époque, malgré tout, tu avais déjà une appétence pour l'accompagnement? Ou est-ce que tu étais quelqu'un de très, très rationnel, pas trop dans l'émotion Ah non, j'ai toujours été dans l'émotion. Okay. Je pense que je suis quelqu'un de très empathique. Je ressens beaucoup les émotions des autres. On a en face de nous des élèves et c'est pas des machines, c'est des gens qui ressentent avec des émotions. Ils ont passé plus ou moins une bonne journée. Ils ont été. Donc tu utilisais déjà cette empathie au service de tes élèves? Est-ce qu'il y avait une dimension oui. humaine au-delà juste de la prof qui vient et qui délivre son cours? Oui, bien sûr, mais c'est indispensable. Ils n'avaient pas forcément besoin d'aide de maths, ils avaient besoin d'aide de confiance, ils avaient besoin d'être rassurés, ils avaient besoin d'être écoutés. Mais si on fait ça, on n'est plus dans le programme, on n'est plus dans le temps, on n'arrive pas à finir. Et en fait, on a deux parties de nous qui s'affrontent, une qui a envie de les aider et une qui dit « mais non, mais toi, ton boulot, c'est pas de les aider. En fait, ton boulot, c'est prendre des choses. » Et d'être toujours sur le fil entre les deux, ça devenait de plus en plus compliqué, en fait. Est-ce que tu t'es retrouvée dans des situations où, malgré tout, tu as dépassé un peu le cadre, en tout cas ce qu'on attendait de toi en tant que prof, pour vraiment aider un élève que tu sentais en difficulté humaine? Oui, on le fait tout le temps. On le fait tout le temps, juste en le regardant, en lui demandant comment ça va, en prenant du temps avec eux. En leur apportant de l'attention, en fait. Oui. Et je pense que quand on n'arrive plus à le faire, parce que c'est trop, c'est là où notre métier devient compliqué. Donc, tu aimais ton métier pour cette dimension humaine-là, mais finalement, c'est aussi ça qui va t'user et faire qu'à un moment donné, tu vas te poser la question de changer de métier. Est-ce que la question, elle arrive aussi violemment que ça un matin en disant « Non, mais là, ça y est, je suis allée au bout et je change ». Non, elle s'est installée petit à petit. En fait, quand j'ai commencé à plus avoir de plaisir à aller en cours, je me suis dit qu'il y avait un problème. Et plutôt que de faire comme certains de mes collègues qui disaient encore 5 ans avant la retraite, j'en ai marre, j'ai dit non, mais moi, je peux pas. Et un jour, j'en parlais avec un collègue, il me dit mais tu feras comme tout le monde, tu resteras jusqu'à la fin. Oh. Et là, j'ai dit mais non, mais jamais de la vie, en fait. Il me dit si, tu verras, tu resteras. Mais je crois que ça m'a boostée à me dire non, tu peux pas être cette personne qui râle tout le temps et qui prend ce qu'elle a à prendre parce que ça la nourrit, parce que ça lui permet d'avoir un salaire, de quoi nourrir ses enfants, mais y rester sans cœur, en fait. C'est pas possible. Donc j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à me renseigner et je savais que je barrais le feu, j'avais un peu de magnétisme, je savais que je barrais le feu. Donc j'ai dit pourquoi pas dans les métiers du soin, mais sans conviction non plus, mais... Ouais, pardon, je suis obligée de t'interrompre, Olivia, et les auditeurs, ils le savent que je vais rebondir à fond là-dessus. Comment on dit « je savais que j'avais la capacité de barrer le feu ». C'est quand même pas neutre. Explique, là, je veux en savoir plus. Alors, j'ai aucun souvenir de comment je me suis aperçue de ça. Ok. Je sais pas. Je crois que quelqu'un s'est brûlé, mais je sais même pas ce que j'avais lu avant. Enfin, je ne me souviens pas. Mais pour autant, ce don-là, c'est pas ça qui t'a nécessairement mis sur la voie de je vais être dans l'accompagnement des autres. Je me suis dit, comme je suis capable de faire ça, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et j'ai essayé de me former au magnétisme. Je me suis dit, ça pourrait être sympa, mais je sais pas, il y avait un truc ça résonnait pas en moi. Ok, mais t'as quand même fait une formation à l'époque? Non, mais j'ai regardé. Ok. Après, j'ai regardé la médecine chinoise. J'avais commencé à imprimer tous les cours, à commencer d'apprendre. Puis, j'avais pas envie d'apprendre tout ça, en fait. Ok.
Donc j'ai dit non. Après, j'ai regardé la naturopathie, j'ai regardé l'acupuncture. Enfin, j'ai regardé tout ce qui était soins, sachant que parce que là, quand on parle de ça, c'est il y a 10 ans. Et j'avais passé, quand je me suis séparée, j'ai passé vraiment 10 années compliquées. Suite à la séparation et à plein d'autres choses. Donc j'ai vu beaucoup de thérapeutes pour m'aider, moi, à me remettre sur pied. D'accord. Parce que j'avais besoin d'aide, j'avais besoin d'accompagnement. Donc, j'ai été vue par un psy pendant 10 ans. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de l'énergétique, j'ai fait de la naturopathie. Enfin, j'ai fait de la sophro, tout ce que j'ai pu faire pour m'aider moi. Je me suis dit, j'ai repris tout ce que j'avais fait. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce qui te plairait de faire ? Et en fait, ça résonnait toujours pas. Il y avait rien qui accrochait particulièrement ? Non, je regardais, mais je sais pas, il manquait un truc. Enfin, je savais que c'était pas pour moi, et par contre, je savais pas pourquoi. Pardon, juste pour rebondir sur ce que tu disais avant, tu avais fait quand même pas mal de travail sur toi-même, d'autant plus en traversant des moments de vie compliqués après cette séparation. Donc, j'imagine que tu avais du coup une certaine maturité dans ton expérience de vie et dans ce que tu pouvais transmettre du coup. Est-ce que ça, tu l'avais en tête à ce moment-là ? Non, parce que je me sentais pas du tout assez solide pour pouvoir faire ça en même temps. Donc, c'est hyper bizarre. Ok, paradoxalement, t'étais... Paradoxalement, je voyais toujours mon psy, je me disais, mais comment tu peux faire de l'accompagnement en n'étant pas bien toi déjà ? Donc, c'était complètement contradictoire. Ok, mais en même temps, c'est ça qui t'appelait. Mais en même temps, de toute façon, j'ai pas fait autre chose qu'aller par là. Et maintenant que je regarde le parcours, je me dis, mais pourquoi t'es allé choisir ça, quoi ? Alors que t'étais pas solide, alors que t'étais triste, alors que t'avais peur, alors que... Pourquoi tu voulais accompagner les gens alors que t'arrivais pas à t'accompagner toi-même ? Mais la question s'est même pas posée, en fait. Il y avait une évidence, en fait. T'avais pas le choix presque dans la manière dont tu dis, t'étais appelée par ça. Ouais. Et comme j'ai été appelée par l'hypnose, en fait. Ok. Ça se discute pas, enfin, voilà. Et comment t'as été appelée par l'hypnose ? Comment elle s'est présentée à toi ? Eh ben en fait, alors c'est un des seuls soins que j'avais jamais testé. Ok. Un jour, mon psy me dit, et pourquoi vous feriez pas de l'hypnose ? Parce que c'était un psy comportementaliste et il essayait de me trouver des solutions. Et puis voilà, et je pars, et c'est tout, ça a été une phrase. Puis une semaine après, je vais chez mon médecin généraliste et il me dit la même phrase. Ah. J'ai dit, c'est peut-être un signe qu'on t'envoie ou quelque chose, je sais pas, prends-le comme tu veux, mais en tout cas, 2 fois à 15 jours d'intervalle, ça fait beaucoup, quoi. Ouais. Donc, j'ai ouvert Internet et j'ai cherché hypnose, formation en hypnose. Et j'avais toujours pas fait de séance. Et je tombe sur une formation à Paris. Et là, je me dis, il faut que j'aille là. Alors, pourquoi celle-là ? Pourquoi pas une autre ? Pourquoi ? Aucune idée. Mais par contre, pas d'hésitation. C'est très clair. Je vais aller à celle-là. Et puis là, je tombe sur quelqu'un. La personne n'était pas agréable. Ça s'est pas très bien passé. Et je me disais, mais pourquoi tu veux aller à celle-là ? Et en fait, je dis, non, mais il faut que tu ailles à celle-là, en fait. Discute pas, tu vas à celle-là. Exactement comme les autres fois, c'est-à-dire, fais-toi confiance, c'est là qu'il faut que tu ailles. Et donc là, l'histoire de l'école d'hypnose, tu n'as jamais fait de séance. Les gens sont pas sympas, mais tu t'inscris et tu fais la formation. Oui. Comment ça se passe du coup ? Parce que c'est là où tu vas vivre ta première séance d'hypnose ? Non, j'en ai pas fait une là-bas non plus. Tu rigoles ? Non. Pendant la formation ? Non. Rien du tout ? Non. Bah mince alors. Non. On a fait des petits bouts de trucs, mais vraiment, non, on n'a pas fait de vraies séances. Ça fait pas partie du truc, normalement, dans une formation en hypnose ? Normalement aussi, je pense. Olivia, elle prend un air gêné en disant Ok, d'accord. Enfin, bon, en tout cas, là, c'était pas le cas. Voilà. Donc, tu te formes à quelque chose que tu n'as pas reçu encore. Non. Ok. Donc, on se forme. De toute façon, l'hypnose, c'est une technique. Donc, on apprend les bases de la technique. Oui. Voilà. Très bien. Je rencontre 4 personnes géniales là-bas. Claire, Annette, Xavier. Enfin, 3, parce qu'avec moi, ça fait 4. Et on reste en contact tous les 4 parce qu'il y a vraiment un feeling qui s'est passé. Et voilà. Et donc, je reviens de cette formation et je me dis, je vais pratiquer. Parce que du coup, quand même, ça t'a plu ce que tu as reçu comme outil. Là, je parle même pas de la formation, mais l'outil lui-même, tu t'es dit, tiens. Ouais, je me suis dit, oui, ça a l'air d'être assez... mais là encore, j'ai pas trop réfléchi. Ok. En fait, c'était acté que tu avais fait la formation et que c'était là-dessus que tu allais continuer. Ouais. Alors, on s'est fait des séances entre nous. Ah, donc ça y est ? Après la formation, on s'est revus, on s'est entraînés entre nous. Et puis, on Et là, il se passe lancé. des choses pour toi parce que comme... pas plus que ça, mais... Ok, c'est sympa, voilà. Mais voilà. Ouais, Tu perçois pas encore la puissance de l'outil. Non. D'accord. Enfin, je vois qu'il y a un potentiel. En fait, je sais qu'il y a un potentiel. Ok. Mais je le teste pas, rien. Ok.
Mais par contre, tu sais que c'est... Enfin, Voilà. y a pas Et de dans doute. ce qu'on a appris, je fais des séances aux gens, sauf que je me dis, ça va pas du tout, moi, je peux pas faire ça. Mais est-ce que t'es déjà installé quand tu dis je fais des séances aux gens, ou là, pour l'instant, t'es dans des proches? Non, là, je le fais avec les proches, avec des amis, Ok. avec les week-ends, les soirs. Et je me dis, l'outil est génial. La manière dont on me l'a appris, ça va pas du tout. Donc, Ok. je veux pas faire comme ça, parce qu'on était beaucoup sur de la culpabilité, et moi, ça Donc des me messages convient plutôt pas. négatifs, quoi. En fait, on se servait de la culpabilité et des peurs pour faire arrêter des mauvais comportements, Wow. entre guillemets. Ok, Par exemple, super. quelqu'un qui vient parce qu'il mange du chocolat, on va lui faire imaginer que son chocolat, il est pas bon, enfin, qu'il le mange, et puis il sent des trucs bizarres, il l'enlève, il y a plein de petits vers dans sa bouche, c'est dégoûtant. Alors, sous hypnose, ça amplifie les effets Ok, pour quelqu'un horreur. qui est très réceptif. Du coup, il mangera plus de chocolat. Oui, mais enfin, pas pour les bonnes raisons, ouais. Et nous, pendant la formation, on avait demandé, mais s'il compense le chocolat par du fromage ou du vin et tout. Et la personne qui nous formait avait dit, il reviendra, ça vous fera un client de plus. Oh, bel état d'esprit. Et là, on s'est regardés tous les quatre, on a dit, mais c'est juste pas possible, en fait. Nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Moi, je me suis dit, mais il faut que je veux utiliser cet outil, j'en suis sûre, mais je veux pas l'utiliser comme ça. Ok. Et là, sur ces entrefaites, Claire et Xavier font la formation de Camille Griselin à Cholet. Camille Griselin, c'est l'hypnose Voilà, sagesse. c'est l'hypnose Je l'ai sagesse. reçue il y a 2 ans et demi, je crois, dans la petite voix, ouais. Voilà. Et donc, il me dit, c'est extraordinaire, vas-y, tu vas voir, c'est complètement différent, c'est top. Donc, je m'inscris. Et voilà, et c'est parti comme ça. Et donc, j'ai pratiqué l'hypnose sagesse. Et est-ce que là, tu trouves l'outil, qui te parle, avec lequel tu es à l'aise et dont tu perçois maintenant, enfin, et tu vis la puissance? Oui, tout à fait. Très vite? Tout de suite. Dès la formation? Tout de suite. Sauf que, donc, on fait une partie où on raconte des histoires et après, on apprenait à cette époque-là à faire du signaling, c'est-à-dire à discuter avec l'inconscient des gens pour savoir pourquoi il est triste, pourquoi il est en colère, pourquoi il est stressé, pourquoi il a mal, pourquoi il dort pas, enfin, bref. Mais on va en reparler parce que c'est vraiment hyper intéressant. Cette dimension du signaling est très peu répandue encore. Mais justement, c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui, pour faire connaître. Je reviens à l'hypnose que tu découvres auprès de Camille. Il y a quand même dans la philosophie sagesse une approche qui est très symbolique et notamment ces récits de contes. Ça, c'est vraiment au cœur de la méthode sagesse, non? Tout à fait. En fait, les contes permettent à l'inconscient, permettent à la personne de rentrer en transe. Par le biais des contes, on fait passer tous nos messages. Des messages de bienveillance, des messages d'espoir, des messages de douceur, d'amour, de pardon, voilà. Ouais. Et l'objectif, c'est de permettre à l'inconscient de trouver une autre solution à sa problématique, de voir les choses sous un autre angle, de prendre un peu de recul, de faire remonter des émotions. Et les contes permettent ça. Et est-ce que tu dirais que du coup, toi, pendant la formation sagesse, ça t'a apporté ça à toi personnellement avant de pouvoir l'offrir aux personnes que tu accompagnais? Complètement. En fait, moi, je suis arrivée, quand je suis allée en formation sagesse, je suis arrivée avec un vitiligo. C'est-à-dire que j'avais une dépigmentation de la peau. Et quand je suis arrivée, Camille m'a regardée, elle m'a dit « Ah, on va bien s'amuser ». Ok, voilà. Super sujet de travail en fait. Ouais. Et donc tu arrives avec ce super cas d'études Dixit Camille. Ouais. Et est-ce qu'effectivement tu vas travailler... Alors j'imagine que tu fais pas une séance d'hypnose où on travaille sur le vitiligo parce que c'est pas le sujet, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais si, en fait, on prend un cas, moi j'ai un problème, j'ai le vitiligo, pourquoi? Ah ok. Donc elle raconte des histoires pour me mettre en transe. Ouais. Pour faire passer des messages à l'inconscient. Ouais. Et ensuite, elle fait du signaling pour demander à l'inconscient pourquoi il a déclenché cette maladie. Et là, tu comprends? Et donc là, on retrouve pourquoi. En l'espace d'une seule séance? Alors non, elle en a fait 2 ou 3 dans la semaine. Donc oui. Déjà, ça veut dire que là, la formation elle est intense personnellement aussi. Oui. Hein. Et donc, au bout de ces 2-3 séances, tu reconnectes à ton inconscient pour comprendre pourquoi. Et est-ce que tu peux partager pourquoi tu avais ce vitiligo? Alors, en fait, donc elle demande à l'inconscient ce qui se passe, quel est le traumatisme, quelle est la problématique. Et on retrouve que j'ai été une petite fille de 8 ans qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été déportée et gazée. Donc là, on est en train de remonter aussi dans les vies antérieures, c'est ce que tu nous dis, à travers ces séances d'hypnose. Et donc le fait de reconnecter avec cette vie antérieure-là, de petite fille gazée dans les camps, te permet de... Comment on fait le lien
entre cette information-là sur cette vie antérieure et le vitiligo et la femme que tu es à ce moment-là? Alors, ça s'est passé en plusieurs étapes. C'est-à-dire que d'abord, savoir que j'ai été gazée, ça m'a permis de faire partir la tristesse. Parce que tu étais habitée de tristesse? Parce que j'ai toujours eu l'impression d'être née triste, d'avoir été triste, sans vraiment savoir pourquoi, mais d'avoir... Oui, il n'y avait pas de raison dans ta vie qui pouvait faire que dès enfant, il y avait des choses tristes. Ouais. Tu étais triste. J'étais triste. Alors, je ne le montrais pas, mais au fond de moi, j'avais une profonde tristesse. Et quand j'écrivais des choses, c'était toujours triste. Et un jour, j'avais fait voir ce que j'avais écrit à la fac à un prof de français. Il m'a dit « Mais vous êtes dépressive ?» Je dis « Non, je ne suis pas dépressive. C'est juste que je suis triste à l'intérieur, mais je ne suis pas dépressive. J'adore la vie. Mais au fond de moi, j'ai une lourdeur, quelque chose de profondément sombre, en fait, qui te plombait. Oui. Et qui aurait provoqué le vitiligo? Est-ce qu'il y a un lien? Comment ou c'est un peu trop rapide là comme lien? C'est un peu trop rapide parce que le vitiligo, en fait, il a arrêté de se dépigmenter une fois qu'on a trouvé ça, mais il a fallu beaucoup de séances après pour le faire partir complètement. Enfin, pour relancer la repigmentation. Ce qui est étonnant, mais on va en reparler après dans ta pratique et puis dans ce que j'ai vécu tout à l'heure avec toi, c'est qu'en l'espace de 2-3 séances avec Camille, tu reconnectes à ça et donc à quelque chose de très profond, en fait. Et ce qui est incroyable, mon fils s'appelle Yann. Ouais. Son nom de famille, c'est Moulin. Ok. Yann, en breton, ça veut dire Jean. Ouais. Donc, j'ai appelé mon fils Jean Moulin. Ah, pardon, oh, waouh, ok. Donc, à la lumière de ce que tu es en train de nous raconter sur cette vie antérieure à laquelle tu reconnectes, évidemment, ça prend une autre dimension, là. Mais il n'y a pas que ça. Ok, vas-y. Donc, j'étais au collège Anne-Franck. J'avais un pendentif avec marqué dessus la bonne étoile. Et je pense que quand j'ai découvert ça, tout a pris un sens. Et ce qui était dingue, c'est que toutes les nuits, je rêvais de mon enterrement depuis que je suis petite. De ton enterrement? Pour m'endormir, il fallait que je rêve de mon enterrement. Que les gens venaient et qu'ils étaient tristes et que... qu'ils me disaient au revoir. Est-ce que c'était une façon de réparer le fait que justement cette petite fille-là, à 8 ans, dans un camp, elle n'avait évidemment pas eu d'enterrement? Oui. Et elle avait besoin, en tout cas moi, j'avais besoin toutes les nuits de pouvoir dire au revoir aux gens que j'aimais. Alors c'était des gens de cette vie-là, je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça. Mais et quand j'étais plus vieille, c'était mes élèves qui venaient me dire au revoir, merci. C'est étonnant parce que là, tu en parles et l'émotion, elle remonte direct. Et c'était pas facile de vivre avec ça. Bah oui, quand on sait à quoi c'est lié. Enfin voilà. Mais de découvrir ça et de faire la paix avec ça, ça a été vraiment très bénéfique pour moi. Parce qu'on voit à quel point c'était lourd, évidemment. Est-ce que, du coup, de reconnecter à ça, de comprendre à travers ces séances-là, est-ce que de suite, il y a quelque chose de plus apaisé qui arrive et cette tristesse? En fait, la tristesse, elle est partie. Direct. Elle s'est en allée. Elle est partie du jour au lendemain. Alors, des fois, elle remonte là, parce que là, on en parle et que c'est la première fois que j'en parle vraiment, parce que j'ai jamais vraiment dit en public, à quoi était dû le vitiligo, mais ça fait remonter les émotions. Mais de toute façon, je pense que ce rapport à la guerre de 39-45, c'est quelque chose de très ancré en moi, très prenant, ça fait partie de moi, en fait. Je comprends que la semaine que tu as pu vivre auprès de Camille, on est bien au-delà de juste « je me forme à l'hypnose ». Là. Oui. Il y a comme une forme d'auto-guérison. Est-ce que ça répond à ces questions de cette jeune femme que tu évoquais tout à l'heure qui disait à son psy « non mais je me sens bien trop fragile pour accompagner ». Est-ce que là, tu commences à te sentir plus forte et prête? Et bien là, je me dis, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce qu'on ne peut pas laisser des enfants comme moi j'ai été dans la détresse, en fait. On ne peut pas laisser des adultes avoir cette colère infinie à l'intérieur d'eux qui ne comprennent pas, ou ces peurs irrationnelles de ne pas pouvoir traverser un pont ou de ne pas pouvoir aller dehors regarder un oiseau. Enfin, c'est pas possible, on ne peut pas... alors que tout ça, ça a un sens, en fait. C'est-à-dire que si on a une phobie, c'est pas pour rien. Si on est en colère, c'est pas pour rien. C'est pas juste parce qu'on est colérique. Non, on a vécu quelque chose avant qui potentiellement génère en nous cette colère et ce grondement à l'intérieur. Et en fait, je me dis, mais si tu comprends ça, ça veut dire que tu peux aider plein de gens à sortir du noir, quoi. Et il faut que tu comprennes comment ça marche. C'est pas seulement leur faire des séances, il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu trouves un sens à tout ça.
Donc, après cette formation-là, comment ça se passe? Est-ce que tu te mets directement à ton compte pour proposer de l'hypnose? Oui, je me mets directement à mon compte. Donc là, tu arrêtes ton métier de prof? Non, je reste prof, mais je m'inscris à l'URSSAF et je commence. Et je fais des séances les week-ends, les soirs, les vacances. Et à chaque fois que j'avais une demi-journée de libre. Ah oui, t'es bosseuse en plus. Hein. Ça me demandait beaucoup de temps parce que toutes mes corrections, mes préparations, je le faisais aussi à côté. Donc, je passais mon temps à travailler en fait. Ok. Est-ce que quand tu commences à donner ces séances d'hypnose, que tu commences, j'imagine qu'il faut un petit temps d'appropriation de l'outil pour se sentir pleinement à l'aise dans ce rôle-là. Est-ce que tu as vraiment la confirmation que, bien sûr, heureusement que tu es allée vers cette voie-là qui t'appelait? Je me suis jamais posé la question. Encore une fois que j'ai dit c'est ça, j'y suis allée et j'ai pas réfléchi à est-ce que tu es douée, est-ce que tu vas pouvoir y arriver, est-ce que tu as la légitimité. L'évidence était plus forte que tout le reste. Ouais, il faut faire ça en fait, c'est ça que tu dois faire. Et voilà, et on me dit. Alors, tous mes amis, ma famille, ils m'ont tous accompagnée, mais avec le recul, quelques années après, ils m'ont dit mais nous, on n'y croyait pas. Hein. Ouais. On pensait pas que tu y arriverais, on t'a jamais dit, mais ça nous paraissait impossible, improbable. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais t'étais folle. Hein. Et comment ça va se passer? Est-ce que petit à petit, tu fais de moins en moins d'heures à l'école et de plus en plus comme hypno? Et du coup, la bascule va se faire en douceur? Je fais d'abord une année complète, 100% prof, 100% hypnose. Et ensuite, je demande un 70%. Donc, je fais 70 prof, 30% hypnose. Okay. Puis après, je fais un 50%. Puis après, j'ai demandé un 30%. Et là, on m'a dit non, c'est soit tu t'en vas, soit... C'est bon, là, on a été sympa. On a été bien gentils, mais là, maintenant, tu choisis, quoi. Finalement, tu es hypnothérapeute depuis une dizaine d'années par rapport à la formation, mais à plein temps depuis le Covid. Donc, depuis 3-4 ans, quoi. D'accord, depuis 3 ans. Ouais. Ok. Alors, on peut pas dire hypnothérapeute parce que je suis pas médecin, mais praticienne en hypnose. Ah, praticienne en hypnose. Ah oui, ok. Ouais. Merci de le préciser. J'avais pas la nuance. Ok, donc tu es praticienne en hypnose. Donc, déjà, j'imagine que pendant ces années-là, le fait d'accompagner avec cet outil hyper puissant, tu vois combien ça aide. Par contre, tu l'as déjà expliqué un petit peu, tu as une certaine frustration à ne pas pouvoir aller plus loin dans la communication avec l'inconscient. Donc, comment tu vas enquêter, creuser pour pouvoir aller dans ce sens-là? Par exemple, quand je faisais des séances, au départ, elles duraient presque 2 heures. Ah ouais? Parce qu'en fait, je posais des questions jusqu'à ce que je trouve. Donc, au départ, je mettais 1 heure pour aller trouver le pourquoi. Par exemple, pourquoi il avait des migraines. Donc, je passais 1 heure à tourner en boucle, essayer de trouver des solutions, des trucs. Et en fait, plus je me suis fait confiance, plus les réponses, elles venaient à moi. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, c'est comme... Alors, je ne veux pas dire que j'ai un don de voyance ou de... Ouais, voilà. Je me suis un peu posé la question ce matin pendant la séance. Mais pour moi, c'est pas ça. Alors ça, c'est peut-être mon côté rationnel qui prend le dessus. Pour moi, c'est plus une communication d'inconscient à un inconscient. C'est-à-dire qu'on communique par de l'énergie, par des ondes, ça c'est réel. Et je pense que si j'arrive à me mettre en état d'hypnose suffisamment avancé... Toi aussi, pendant la séance? Okay. En fait, l'inconscient de la personne va me transmettre des informations. Et pour moi, c'est plus ça. Mais j'appellerais pas ça un don de voyance. C'est vraiment un état. Parce que ce que tu es en train de nous expliquer là, cette méthode supplémentaire que tu ajoutes à l'hypnose, pour réexpliquer un peu comment se passe la séance, c'est que tout à l'heure, quand tu m'as fait la séance, on a d'abord commencé par de l'hypnose classique, enfin l'hypnose telle que tu l'as apprise en hypnose sagesse, à travers ce récit de contes, etc. Ça, c'est la première partie de la séance. Et la deuxième partie, c'est ce que tu as développé, c'est cette manière que tu as de faire parler notre inconscient. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste et comment ça marche? Parce que c'est vraiment à vivre, c'est bluffant. Je pars du principe, une fois que j'ai raconté les histoires, d'essayer de créer un lien avec l'inconscient de la personne. Donc d'abord, je la remercie pour tout ce qu'elle est. Parce qu'on ne le fait jamais, en fait. On remercie jamais les gens, on remercie jamais l'inconscient de tout ce qu'il fait pour nous. Pourtant, il nous fait vivre, il nous fait marcher, il nous fait manger, il nous fait apprendre, il nous fait découvrir des choses, il nous fait vivre des expériences et on le remercie jamais. Donc, je commence par ça parce que pour moi, c'est important de lui dire qu'il est là et qu'il existe. Pour moi, c'est comme si la personne, elle avait quelqu'un à l'intérieur d'elle, en fait. Oui, tu passes au-delà du mental de la personne. Là. Ouais. T'es directement... Et donc, j'arrive à l'inconscient et je le remercie et après, je lui dis que je suis là pour l'aider, en fait. Et que s'il est en colère, c'est pas normal. Donc, pourquoi il est en colère? S'il est triste, c'est pas normal. Pourquoi il est triste? Ouais, il y a plusieurs choses que je voulais peut-être préciser sur la manière dont tu fonctionnes. Déjà, tu utilises des signes physiques. J'allais dire, on te fait, mais en fait, non, moi, j'ai rien fait. C'est que mon corps te répondait. Il y a 3 façons, je crois,
pour Alors, le corps je de lui te propose parler? 3 façons, mais il y en a plein d'autres. Ok. J'en ai vu plein d'autres. Toi, t'en Donc, utilises 3. Ok. moi, je lui propose 3. Après, il fait comme il veut, il choisit. Mais je lui propose soit de déglutir, soit de cligner des yeux, soit de bouger un doigt. Par exemple, les enfants, eux, ils parlent beaucoup en bougeant le doigt comme Ok. ça. Et voilà. Et après, c'est le corps qui choisit. Mais il y a des gens qui ont des soubresauts, il y a des gens qui font des mimiques. Il y a Ok. plein de signes différents pour, Parce que ça, pour c'est parler. quand même hyper étonnant. Encore une fois, je peux en témoigner. Ayant vécu une séance avec du signaling il y a quelques mois avec ma chère amie Alexia Terroitin, sophrologue à Nantes, à qui je dis un grand bonjour. À l'époque, moi, c'était par la déglutition que j'avais communiqué avec elle. Et du coup, là, ce matin, très bêtement, je me suis dit, en fait, je vais déglutir. Et pour dire à quel point, en fait, c'est pas du tout nous qui choisissons, c'est qu'en fait, mes yeux se sont mis à cligner. Et c'est rigolo parce que quand on est en hypnose, et c'est d'ailleurs peut-être intéressant de le signaler, et on est conscient toute la séance, en fait. C'est comme si on était spectateur d'un truc qui est en train de se passer dans notre corps, mais on est complètement là. Et là, tu posais des questions, du coup, à cette petite fille à l'intérieur, à mon inconscient. Et vraiment, moi, je ne maîtrisais pas le fait que mes yeux clignent, ou au contraire, ne clignent pas du tout quand la réponse est non. Il n'y a pas plus d'explication que ça, en fait. Si l'inconscient a confiance en moi, alors il va me parler. Ah ben, disons qu'il avait confiance, le mien. Il était content de te rencontrer. Et il y a ça, et c'est ce que j'ai trouvé fascinant, comme quoi j'étais encore bien lucide, parce qu'en fait, j'ai vécu la séance en pensant à l'interview qu'on allait faire après, et donc j'observais la manière dont tu bossais, et en fait, tu mènes un vrai travail d'enquête. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe? Eh ben, l'objectif, c'est d'arriver à comprendre pourquoi l'inconscient déclenche une maladie, une douleur, une colère, une tristesse. Il a une vraie raison pour le faire. Et l'objectif, c'est de comprendre pourquoi. Parce qu'il ne fait pas ça pour nous embêter. Et ma première hypothèse de base, c'est ça. L'inconscient fait toujours tout pour nous protéger. Donc, s'il déclenche quelque chose, c'est pour guérir quelque chose à côté, ou parce qu'on n'est pas aligné, ou parce qu'on n'est pas au bon endroit, ou parce que on n'arrive pas à évacuer des émotions. Ouais. Peu importe, en tout cas, il le fait toujours dans le but de nous remettre sur le chemin. C'est un mécanisme de défense, en fait, tout simplement. De protection, de défense, etc. Et donc, l'objectif, c'est d'aller comprendre quel mécanisme il a mis en place. Pourquoi il le fait. Et si on comprend pourquoi et qu'on répare, à ce moment-là, il peut arrêter de mettre le mécanisme en place puisque son message est passé. On l'a vu d'ailleurs à travers ton cas et l'histoire de cette tristesse et du vitiligo. Est-ce que tu pourrais citer un autre exemple qui montre bien à quel point, comment l'inconscient peut vouloir nous protéger et comment toi, tu arrives à l'aider à dire en fait ce sur quoi il bloque? Ça peut être par exemple une phobie de traverser un pont. Ouais. La personne sait que le pont n'est pas dangereux, qu'il ne va rien se passer, mais n'empêche qu'il ne traversera jamais le pont. Il est obligé de faire 2 heures de voiture pour traverser contourner. Le pont. Moi, je me rappelle, j'ai eu un monsieur, il buvait de l'alcool et il prenait des cachets pour traverser le pont parce que sinon, il savait qu'il ne pourrait pas le traverser, quoi. Et donc, en général, les problèmes pour traverser un pont, c'est que dans une vie antérieure, la personne est morte suite à une chute. Donc, on retrouve souvent... les phobies pour les ponts, c'est souvent lié à des morts violentes dans les vies antérieures. Donc, pour reprendre ce travail d'enquête que tu fais, tu vas poser la question à l'inconscient en disant « Est-ce que tu fais ça parce que tu as vécu une mort violente ?» Et c'est là où le corps, à travers le signaling, va se manifester dans les yeux, dans les mains, dans la glotte. Et en fait, il fait ça pour la protéger. Parce que si la personne a sauté du pont, il va pas vouloir s'approcher du pont parce qu'il va dire elle va ressauter. Moi, je veux pas qu'elle meure, donc elle s'approchera pas du pont. En fait. Et donc évidemment, ça paraît complètement irrationnel, mais en fait, l'inconscient, il sait très bien pourquoi il veut pas faire ça. Exactement. Et là, le fait de reconnecter l'inconscient avec son trauma, en fait. Oui. Et ben là, par exemple, si la personne s'est suicidée en sautant d'un pont, on va aller voir cette personne, on va faire en sorte qu'elle saute pas du pont, on va la ramener chez elle, on va lui permettre de trouver des solutions pour qu'elle guérisse, on va faire tout un tas de choses de réparation pour que l'inconscient arrête de se dire « c'est bon, elle va sauter du pont ». Non, il va se dire « c'est bon, c'est réglé, il n'a pas sauté du pont et tout va bien ». Donc tu nous laisses pas avec cette information, ce qui est déjà en soi un vrai passage, mais on reste pas à se dire « ok, j'ai compris, mon trauma, c'est parce que dans une vie antérieure, je me suis suicidée en sautant d'un pont ». C'est que tu vas terminer la séance en réparant et en apaisant cette personne dans cette vie antérieure, peut-être en donnant une autre fin. Exactement. Je raconte une nouvelle histoire. Ok. Et l'inconscient, ça va s'imprimer dans l'inconscient. L'inconscient, il dit ok. Cette histoire, elle me plaît bien. Allez, c'est cool, je la prends. Ben oui, il préfère. Et là, après, je peux traverser le pont ? Ouais.
Directement, je finis la séance, je traverse le pont. Alors, des fois, c'est un peu plus long. Des fois, il faut 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Bien sûr. Des fois, ça se fait progressivement. Mais en général, si on a trouvé vraiment l'origine de son traumatisme, s'il n'y en a pas d'autre, il pourra traverser le pont. Et c'est ce sur quoi je peux témoigner de ce qu'on a vécu là tout à l'heure. Ce qui est étonnant, c'est qu'à travers ce signaling, j'ai été étonnée que tu ailles direct, droit au but et aux vraies problématiques, en fait. Enfin, là où parfois, avec un autre thérapeute, on va faire plusieurs séances et c'est OK pour y arriver. Toi, là, première demi-heure, bing, on est directement au cœur du sujet, quoi. Ça, c'est vraiment étonnant. Et c'est la raison pour laquelle, j'en avais pas reparlé après, mais je me disais, mais est-ce qu'elle a un truc de médiumnité aussi qui l'aide dans cette enquête, en fait, parce que tu es vraiment en pleine enquête. Tu dis à l'inconscient, est-ce que c'était à tel âge? Est-ce qu'il t'est arrivé ci ou ça, avec telle personne ou telle autre, etc. Et donc, tu tires un espèce de fil comme ça, tu essayes d'ouvrir différentes pistes, tu vas creuser. C'est quand même étonnant. L'objectif, c'est de trouver pourquoi. Ouais. Pourquoi on vit telle chose dans cette vie? Et ça a forcément un lien avec ce qu'on a vécu avant. C'est ça. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir réparer ce qui s'est passé avant pour qu'on arrête de le revivre dans cette vie. C'est ça. Est-ce que tu ressors toujours indemne des séances? Parce que du coup, comme justement, tu vas directement au cœur des sujets, et notamment des sujets lourds, délicats, ça doit être dur parfois pour toi en tant que thérapeute? C'est pour ça que je fais que 4 séances par jour. Ok. Et que j'en fais 2 le matin de bonne heure, je fais une sieste et j'en fais 2 l'après-midi. Et à 5 heures, je suis incapable d'en faire une autre. Ok. Et si j'ai fait 4 séances, à 9 heures, je dors. Ah ouais. Voilà. Si j'en ai fait que 2, je peux veiller un peu plus. Mais si j'en ai fait 4, à 9 heures, je suis couchée. Enfin, je m'endors devant la télé en général. Ok. Il y a une autre dimension de ton métier qu'on n'a pas évoquée et pourtant elle est hyper importante. C'est que cet outil formidable qui complète l'hypnose, qui est le signaling, c'est que toi, tu formes des thérapeutes à ça. Oui. Parce que, en fait, je me suis dit, mais personne ne leur apprend. C'est un outil incroyable. Et ce que j'ai découvert, il faut le transmettre, en fait. À la base, je suis enseignante aussi. Donc, oui, c'est on ça, dit c'est ce que j'allais dire. enseignant-chercheur, d'ailleurs. Ouais. Et je ne peux pas garder tout ça pour moi. C'est drôle parce que, comme tu dis, c'est la chercheuse là, qui parle en toi. Et on en parlait en déjeunant. Finalement, ton métier aujourd'hui, tel que tu te l'es composé, en fait, tu as rassemblé toutes les pièces du puzzle à travers la transmission, à travers l'accompagnement, à travers la recherche. Tout est là aujourd'hui, en fait. Exactement. C'est magnifique. Ça y est, le tableau est au complet. Alors, pas tout à fait au complet. Ah, parce que génial. Il y a une dernière chose que j'aimerais beaucoup faire. Pour l'instant, je n'ai pas accès à ça, mais j'aimerais beaucoup travailler avec des médecins. Ok. Pour qu'on puisse observer ce qui se passe pendant les séances, pour que les séances soient enregistrées. D'un point de vue scientifique. D'un point de vue vraiment scientifique. Comme quand on demande à Mathieu ouais. Ricard de faire des séances de méditation avec les électrodes et... Exactement. Voir ce qui va s'activer et qu'ils aient la possibilité de dire avant, il y avait tel symptôme. Depuis, les symptômes, ils ont disparu, ils n'y sont plus, quoi. Oui, dans une vraie recherche scientifique, quoi. Ouais. Ça vraiment, c'est ce qui pourrait me rendre très heureuse. Te combler complètement. Ouais. Merci Olivia pour ce partage. Je vais quand même conclure avec mes petites questions rituelles. Oui. Alors c'est drôle parce que la première, je te l'ai déjà plus ou moins posée. Je voulais savoir si tu te sentais très connectée à ta petite voix. En fait, c'est elle qui m'a guidée tout le temps. Je ne savais pas que c'était elle, mais en fait, j'essaye de l'écouter tout le temps. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué dans ton cheminement? Alors, je dirais non. Okay. Je dirais non parce que, en fait, j'adore lire. Je lis beaucoup et j'aime tous les livres. Et il n'y a pas de livre qui m'a plus transcendée que ça. En fait, ces livres, ils m'ont construit au fur et à mesure. Ils ont été là pour me guider quand j'étais triste. Ils m'ont permis de rire, ils m'ont permis d'être plus heureuse, de comprendre des choses. Mais il n'y en a pas un qui a été plus percutant que les autres, en fait. Ils ont tous eu leur petite trace en moi. Ok. Et est-ce que tu as un rituel bien-être quotidien? Alors, oui, je me lève et je fais du ménage. Dans le sens concret ou dans le sens mentalement? Dans le sens concret. Okay. Et je ne peux pas commencer ma journée sans avoir fait une demi-heure, 3/4 d'heure de ménage, en fait. Mais ça doit être super propre chez toi? Pas super propre, mais parce qu'on est nombreux, donc voilà. Merci les enfants. Mais j'ai besoin que mon espace soit beau, rangé, et en fait, ça me permet de me réveiller, ça me permet de... tu remets les choses au propre dans ta tête aussi. Il y a quelque chose de très vertueux à faire le ménage. Et puis, je pense à rien, je réveille juste mon corps, en fait. Ok. Oui, c'est vrai que c'est une activité physique aussi. Et voilà.
Ok. Et C'est original. Je l'avais jamais eu celle-là. Mais pourquoi pas? j'ai cherché quand tu m'as dit que tu allais me poser cette question. J'ai cherché ce que je pouvais mettre et en fait, si le seul rituel que j'ai, c'est celui-là. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, je prends. C'est très bien. Et pour terminer, Olivia, est-ce que tu es heureuse? Oui, très heureuse. Je suis au bon endroit. J'ai exactement la vie que je veux avoir. J'essaye de faire mon possible pour faire du bien aux gens. Enfin, en tout cas, c'est vraiment dans ce but-là que je fais tout ça. Pour que des enfants, ils n'aient pas à porter la tristesse que moi j'ai portée. Pour que des adultes, ils n'aient pas à passer 10 ans en dépression en se demandant s'ils sont fous ou pas. Pour que des gens qui sont dans une haine et une colère, ils puissent comprendre pourquoi et s'en débarrasser. Parce que c'est pas juste, en fait. C'est pas juste de vivre tout ça. Tu as trouvé un bel équilibre. Ouais. Je suis heureuse de ce que je fais, je suis heureuse d'être là où je suis heureuse d'être avec les gens avec qui je suis, donc c'est génial. Merci beaucoup, Olivia. Merci à toi. C'était un plaisir. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.